moi, je suis Galia Snoubra, je travaille pour la Fondation Arthritis et je suis la chef du projet Back4P qui s'adosse aux données qui utilise les données de la cohorte Compare-Lombalgie pour développer des outils pour les patients lombalgiques. Du coup, c'est grâce aux patients de Compare qu'on peut faire avancer ce projet. Je laisse la parole à Christelle. Bonjour à tous, moi je suis Adrien Gauthier, je suis enseignant d'activité physique adaptée à l'hôpital Cochin au sein du service de rééducation depuis maintenant une dizaine d'années et donc je participe à l'étude de Back4P pour notamment fournir du contenu sur les applications. Et je me présente, je suis Florian Hu, kinésithérapeute depuis 4 ans maintenant au service de rééducation fonctionnelle. Et nous recevons quotidiennement des dizaines de patients lombalgiques. Donc, avec cette expérience, on espère pouvoir répondre au mieux à vos questions. Alors, on a reçu à peu près 80 questions. Donc, pour les 45 minutes du séminaire, on va pouvoir répondre à une dizaine, mais qu'on a regroupé en fait par thème. Donc, je vais commencer avec la première question. C'est une question qui revient assez souvent en fait. Est-ce que quand on a mal au dos, quand on a une lombalgie, on peut faire tout ce que l'on souhaite, sport et activité, si on pense que cela va aller? Alors, déjà, la première chose, il faut catégoriser suivant la phase. Bien sûr que si on est en phase aiguë avec des douleurs très intenses, on va plutôt être dans une période de repos. Mais il ne faut pas que ce repos dure très longtemps. Donc, en cas de lombalgie chronique, là, par contre, il n'y a pas vraiment d'activités physiques qui peuvent être contre-indiquées. Vous pouvez quasiment tout faire. Votre dos, il est capable de supporter des charges, il est capable de bouger. Il est fait pour ça d'ailleurs. Et c'est au contraire très important de garder le corps en mouvement pour justement diminuer les douleurs, entretenir vos amplitudes articulaires et entretenir aussi bien sûr vos muscles qui vont soutenir votre colonne vertébrale. Alors, la crainte en fait de cette participante à Compare, c'est que parfois, après avoir fait une activité physique ou du sport, elle se retrouve plus douloureuse pendant 2 jours. Ouais. Donc, alors, effectivement, c'est souvent des questions que nous posent les patients. Et là, en fait, ce qu'il va falloir gérer, c'est plutôt l'intensité de votre activité physique. Comment on gère cette intensité? Tout simplement, déjà, en partant vraiment sur des intensités très faibles, quitte à ce que ce soit trop facile au début. Donc, forcément, si j'ai mal au dos depuis 2 ans et que je me dis, je vais faire un foot, je vais jouer pendant 2 heures, que je ne m'échauffe pas et que je pars sur un match direct, forcément, oui, le lendemain, le surlendemain, je vais le payer. Donc, ce que je disais, ce qui était important, c'était de gérer l'intensité. Et pour gérer cette intensité, il faut vraiment partir d'un niveau très bas. Alors, je sais que pour les gens qui ont fait pas mal de sport, ça peut être un peu frustrant au début, mais c'est vraiment la solution pour revenir justement à une activité physique qui va être plus orientée vers votre plaisir et une intensité qui vous correspond. Mais il faut vraiment au début se limiter. Ça, c'est vraiment le plus important. Si le lendemain de votre activité, vous ne pouvez plus bouger pendant 2 jours, c'est vraiment que vous avez repris une activité qui a été trop intense. Et donc, il faut repartir vraiment sur des exercices très basiques au départ. C'est ce que nous, on préconise auprès de nos patients en donnant des exercices très basiques d'étirement, de renforcement statique. Et une fois que ces capacités-là elles sont acquises, on peut repartir sur une activité physique un peu plus ludique, un peu plus plaisir. Donc, vraiment, le mot-clé, c'est l'intensité. Gérer son intensité et vraiment repartir des bases. Les basiques au départ et ensuite, en fonction de son ressenti, mais pas de son ressenti sur le moment, de son ressenti sur le lendemain, le surlendemain, faire évoluer l'intensité et la durée de la pratique. Et donc, par exemple, par rapport à la question, il est marqué, est-ce qu'on peut reprendre tout ce que l'on souhaite? C'est un peu, il faut répondre oui et non. Si quelqu'un vous propose de venir faire un football pendant 45 minutes et vous vous souvenez que vous aimez bien faire du football, peut-être 45 minutes sera peut-être long et vous risquez d'avoir mal le lendemain, et adapter vos pratiques sportives. Il faut qu'il y ait ce facteur plaisir, mais non plus de ne pas rentrer dans cette zone où ça va être délétère et vous allez avoir mal au dos le lendemain. Donc ça, c'est à vous de gérer et ça va vraiment être du cas par cas. Oui. En fait, l'un des messages clés, c'est la progressivité dans la reprise de vos exercices ou de vos activités physiques. On sait, c'est un moment un peu crucial. Ça veut dire que vous pouvez être découragé si vous voyez que vous n'êtes pas en capacité de réaliser
entre guillemets, les performances que vous souhaitez. Mais clairement, quand on a une lombalgie chronique, le premier temps, ce n'est pas le temps de la performance, en fait, de la performance ni physique ni sportive. C'est le temps de la reprise d'activités qu'on a parfois abandonnées depuis plusieurs années. Donc, être très rassuré parce qu'il n'y a pas d'activité qui soit mauvaise en soi, mais être patient, c'est-à-dire faire les choses étape après étape, avec l'accompagnement des professionnels de l'activité physique et de la rééducation, si cela est nécessaire. Et moi, ce que je trouve très intéressant, et je le fais notamment avec mes patients, c'est de se fixer des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. On arrivera peut-être à adapter en fonction des périodes aiguës ou finalement des périodes sans douleur. Et se fixer l'objectif à un mois, dire tiens, dans un mois, j'arriverai peut-être à faire ça, à avoir plus de souplesse dans mes ischio-jambiers ou plus de force dans mes abdominaux. Mais tout ça, ça part d'un bilan et bien souvent fait avec un professionnel, soit un rhumatologue, un kiné ou un éducateur à part. Il ne faut pas être dans l'inactivité, mais il ne faut pas non plus fixer des objectifs trop élevés dès le départ. Voilà. Vous avez mal de dos, vous avez une pathologie, il y a effectivement des problèmes au niveau ostéo-articulaire qui ne sont pas catastrophiques, qui ne vous empêchent pas de vivre, mais il faut quand même les prendre en compte et il faut savoir qu'effectivement, il y a un problème. Donc, on repart sur des choses beaucoup plus basiques pour démarrer l'activité physique. Je vais prendre un exemple récent. Là, un patient à moi qui était en surpoids avec des douleurs à 4/10 au niveau lombaire et il me dit, tiens, j'aimerais bien faire le semi-marathon. Alors, je l'ai regardé avec grands yeux et je lui ai expliqué qu'effectivement, c'était un objectif pas atteignable dans le court terme ou moyen terme. Il fallait attendre un petit peu et qu'il reprenne une progressivité dans sa reprise d'activité. Une autre question de quelqu'un qui nous dit que sa lombalgie, qu'il y a une lombalgie chronique, il y a une discopathie L4, L5. Quels sont les mouvements, exercices ou activités qui me permettraient de limiter l'évolution de cette pathologie? Et puis-je me remettre à pratiquer du golf en amateur ou est-ce fortement déconseillé? Donc, sur si vous avez quelques mouvements, exercices. On va laisser peut-être le docteur Nguyen pour rappeler ce que c'est que L4. Alors, donc le patient qui nous écrit, il a 66 ans. Ce qu'on appelle une discopathie, c'est une maladie du disque, c'est-à-dire une structure anatomique qui est entre vos vertèbres, qui participe au mouvement en fait de la colonne vertébrale. C'est en fait assez fréquent et ça ne fait pas forcément mal au dos. Le spondylolisthésis, c'est lorsqu'une vertèbre glisse l'une par rapport à l'autre. Là aussi, ce sont des choses qu'on observe qui sont très fréquentes, mais qui ne sont pas forcément dangereuses ni inquiétantes et qui peuvent, dans certaines situations, lorsqu'il y a des poussées inflammatoires, être responsables de douleurs. Et en tout cas, ce sont des maladies de la colonne vertébrale qui se traitent et qui se traitent en premier lieu par des traitements physiques, c'est-à-dire exercice et activité physique. Quand il y a des phases douloureuses, en effet, on peut avoir recours à des médicaments antalgiques anti-inflammatoires, mais ce ne sont que des traitements d'appoint. Même si on ne change pas l'aspect du disque ou le glissement des vertèbres l'une par rapport à l'autre, elles peuvent tout à fait n'être associées à aucune douleur et c'est ce vers quoi on veut vous amener par l'exercice et l'activité physique. Donc, est-ce qu'on peut finalement limiter les douleurs et comment on fait par l'exercice et l'activité physique? Alors, cette question est très intéressante parce que ça met en place deux questions. En fait, il y a la reprise d'un sport parce que quelqu'un veut faire du golf, donc il y a le côté plaisir. Ça, c'est hyper important. À chaque fois, on cherche à récupérer ce côté plaisir quand on fait un sport, mais aussi le côté activité physique, donc reprendre des exercices, des mouvements. Ça sera, à mon avis, vu plus précisément avec votre kinésithérapeute, tout ce qui va être étirement, renforcement musculaire, parce que ça se trouve, vous avez un déséquilibre musculaire entre les muscles abdominaux ou bien les muscles du dos. Donc ça, il faudra le voir avec quelqu'un pour trouver les bons exercices. Donc nous, on le fait sur plateau technique avec nos patients, mais pratiquement tous les kinés de France arriveront à bien trouver et ajuster en faisant un bilan. Et après, la reprise du golf, bien entendu, oui, il faudrait que vous preniez le golf. Il ne faut pas abandonner. C'est vraiment une pratique. Si elle vous plaît, il faut la continuer. Alors, quelqu'un qui fait de la piscine, ce sera la natation. Quelqu'un qui fait du cheval, c'est faire de l'équitation, il faudra qu'il fasse de l'équitation. On regarde bien sûr que son médecin ou son rhumatologue est d'accord. Mais on vous incitera vraiment toujours à aller vers cet objectif, peut-être pas forcément atteignable sur le moment où vous êtes en aigu, mais dès que vous sortez d'une phase aiguë et que finalement vous avez remusclé votre dos, remusclé votre ceinture abdominale, bien tenir son dos, et là vous pourrez sans aucun problème reprendre le golf. Ça reprend un petit peu ce qu'on a dit déjà sur la première question, progressivité, c'est-à-dire que
oui, j'ai mal au dos. Est-ce que je peux reprendre le golf? Dans l'absolu, oui. Mais si vous commencez par ça et que vous allez sur le practice taper des balles pendant 1 heure, forcément, ça ne va pas aller. Ah oui, 1 heure de… Par contre, si on commence par des exercices d'assouplissement, de renforcement musculaire, avec les faiblesses qui ont été identifiées par un professionnel, on va faire en fait tout simplement une préparation physique pour se préparer à la reprise de son activité. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, encore une fois, repasser par les basiques, travailler ce qu'il y a à travailler en amont et ensuite se rediriger vers son activité plaisir. Là, en l'occurrence, c'est le golf. On a souvent effectivement l'habitude d'entendre dire que le golf, ce n'est pas bon pour le dos, le tennis, ce n'est pas bon pour le dos. Non, c'est faux. Il suffit juste d'avoir les bonnes pratiques, de bien s'échauffer avant sa pratique sportive. Hein, c'est pareil, on ne va pas faire un match de tennis sans s'échauffer. Quand on a mal au dos, on prend le temps de bien s'échauffer, d'activer les muscles, de s'étirer un petit peu avant. Et là, on pourra pratiquer avec plaisir et sans douleur suite à cette pratique. Alors, juste, c'est très important ce que vient de dire Adrien. Il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à l'activité physique. Et ce que je comprends aussi dans la question du participant de compare, c'est qu'on lit certains mots dans nos comptes rendus d'IRM. Les médecins vous disent certains diagnostics, discopathie, spondylolisthésis. Sans explication, ce sont des mots qui peuvent faire peur. Moi, ce que je vous ai dit, c'est que justement, ce sont des aspects anatomiques qui sont extrêmement banals et qu'ils ne contre-indiquent en rien la pratique d'une activité physique. Vous parlez ici de golf, mais on a énormément de patients qui viennent avec l'idée que quand on a une discopathie ou un spondylolisthésis, on ne peut plus faire de course à pied, on ne peut plus faire de ski. La réponse est non. Et non, non, c'est faux. C'est faux à la condition qu'on soit bien préparé, notamment la préparation musculaire, on en a parlé, être bien gainé, ça veut dire avoir des muscles qui en avant et en arrière de la colonne vertébrale permettent de stabiliser, de bien contrôler, et sur les côtés. D'être tonique et bien préparé quand on reprend son activité physique. Alors, évidemment, on ne retrouve pas en 2 jours le niveau qu'on avait il y a 20 ans, ça c'est illusoire, mais par contre, avec le temps de préparation, l'échauffement suffisant, il n'y a pas de danger à pratiquer ces sports de prédilection et ne faites pas une croix pour toujours sur votre sport favori parce que vous avez mal au dos ou une discopathie ou un spondylolisthésis. En fait, souvent, les patients, d'ailleurs, ils arrivent et ils me disent « Moi, on m'a dit qu'il fallait faire de la natation parce que j'ai mal au dos. » Mais la natation, le problème, c'est qu'on n'est pas si nombreux que ça à aimer ça. Donc, sur 2 détestent ça. La natation, si vous n'aimez pas ça, vous allez y aller 1 fois, vous allez y aller 2 fois, et puis même avec toute la bonne volonté du monde, vous allez arrêter. Donc, il vaut mieux pratiquer une activité physique. On va plutôt vous dire contre-indiqué, ce qui est, comme l'a très bien expliqué, plutôt faux. Et avoir une activité physique qui vous plaît. C'est ça le plus important, c'est ça qui va vous permettre d'être motivé et de la tenir sur le long terme. Parce que la pratique de cette activité physique, elle ne doit pas être faite simplement pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, le temps que vous ayez mal au dos. Il va falloir conserver ça toute votre vie, en fait. C'est de l'hygiène, tout simplement. Donc, il vaut mieux aller quand même sur une activité physique par laquelle vous allez retirer un certain plaisir, une émulation, plutôt que d'aller faire de la natation, parce qu'on vous a dit que nager, effectivement, il n'y avait pas trop de contraintes sur le dos et que c'était très bon. Surtout que si on veut aller dans les détails, par exemple, le nage de la brasse n'est pas forcément très bonne pour le dos. Et tu parlais de contraintes. Il y a la contrainte psychologique. Si vous faites un truc avec une contrainte où vous vous sentez enfermé et que vous n'aimez pas ça, forcément, ça ne va pas marcher et ça ne va pas perdurer. Et Adrien parlait de l'activité physique. Moi, je voudrais revenir sur l'idée du sport. Bien comprendre que tous les sportifs que vous voyez à la télévision ou en compétition, ils ont une préparation physique générale. Quand ils commencent une saison, ils ont une période où finalement un judoka ne va pas finalement tirer énormément, le tennisman ne va pas forcément tout le temps taper dans la balle. Il y aura toute la partie préparation physique générale, donc la PPG, où finalement il va renforcer ses muscles, donc les muscles diastatique, les muscles rachidiens, les abdominaux, et après les muscles clés de son sport, du geste technique.
Donc ça, pour le travailler, vous pouvez effectivement aussi le travailler avec un éducateur physique adapté ou alors un kinésithérapeute qui va essayer de voir précisément quels sont les muscles et les gestes à retravailler avec vous. Donc, une des participantes de Compare qui dit qu'elle n'aime pas tellement le sport ni l'activité sportive, on va dire. Est-ce qu'une activité différente, telle que le bricolage, peut avoir des vertus suffisantes à vos yeux? Alors, des vertus, oui, mais suffisantes, peut-être pas. Ça dépendra du niveau d'activité, en fait. Ce qui est important, en fait, déjà, c'est vrai qu'on parle de sport et d'activité physique depuis le début, mais on n'a pas vraiment défini, hein. Oui. Le sport, en fait, c'est toutes les pratiques qui sont encadrées par des règles, régies par la compétition. Donc, effectivement, le football, le tennis, le basket, j'en passe. Et l'activité physique, c'est simplement le fait de se mouvoir, de bouger. Donc, effectivement, faire du bricolage, faire du jardinage, c'est de l'activité physique. C'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est très bien d'en faire. Mais effectivement, si je suis dans le cadre d'une lombalgie chronique qui dure depuis un moment avec différentes pathologies, comme on a pu évoquer tout à l'heure, il va falloir rajouter en plus vraiment des exercices spécifiques. Du moins, dans un premier temps, travailler sur les assouplissements, sur le renforcement musculaire spécifique, c'est quand même essentiel. C'est très bien déjà de maintenir une activité via des choses qui vous plaisent comme le bricolage, effectivement, c'est une activité physique, mais de là à dire que c'est suffisant, je ne pense pas. C'est comme toutes ces personnes qui ont un métier physique, qui considèrent effectivement que ça suffira parce qu'ils ont une activité physique au quotidien. Non, ça c'est le nécessaire, c'est vraiment pour rester avec un dos actif, avoir du mouvement en permanence. Par contre, derrière, il faut travailler spécifiquement, surtout sur une lombalgie chronique. Oui, c'est pour aller dans le sens des réponses d'Adrien et de Florian. On a intitulé le séminaire en fait activité physique et exercice parce que c'est pas tout à fait la même chose parce que les deux sont nécessaires en fait quand on a une lombalgie. Vous avez la partie exercice qui est très centrée sur la colonne vertébrale où il y a besoin de choses très précises, un peu plus analytiques, on va dire centrées sur le dos, mais aussi combiner à cela une activité physique plus générale. Donc, cette activité physique, ça peut en effet être le bricolage, ça peut être le jardinage, la marche, prendre les escaliers, ce que vous prendre voulez, l'ascenseur. mais ça peut aussi être des activités physiques sportives, en fait, et c'est ce qu'on est en train de dire. C'est vraiment la combinaison des deux. Juste faire du bricolage, aujourd'hui, ça ne suffira pas pour vous soulager de votre lombalgie dans la mesure où il va manquer toute la partie exercice centrée sur la colonne vertébrale, sur, voilà, on a dit l'assouplissement, le renforcement musculaire. Donc, comprenez que quand on parle d'activité physique et d'exercice, c'est vraiment un paquet voilà, qu'on doit combiner. Alors, parfois, on est moins appétent pour les exercices. Hein. Par contre, pour le bricolage, je parlais de l'intensité tout à l'heure. Oui. Il y a des bricoleurs et des bricoleurs, vers des gens qui vont construire des maisons, etc. Effectivement, il y aura une énorme activité physique. Là, il serait très intéressant d'en parler avec un ergothérapeute ou un kinésithérapeute pour leur expliquer les mouvements que vous faites, parce que certainement, il pourra déceler des mouvements pas forcément adaptés dans leur pratique du bricolage. Hein. Des gens qui vont vraiment être trop cherchés sur la lombaire et essayer de voir un peu adapter les mouvements. Ça, c'est important aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que le bricolage, on va dire pratiqué dans le contexte du loisir, ou voilà, sans que ça devienne plutôt très recommandé, ça fait partie des... Ouais, tout ce qui vous fait bouger est recommandé. Domestique, voilà, tâches domestiques, etc. Pour continuer sur ce sujet, on a quelqu'un qui nous demande si 1 heure de marche quotidienne constitue une activité physique suffisante et si le port de charge, par exemple une marche avec un sac à dos lourd, est considéré comme contribuant à l'activité physique. Donc, on a un peu répondu. Il y a une autre partie à sa question. Une grossesse peut-elle aggraver une lombalgie chronique? Et lors d'une grossesse, est-ce qu'on doit garder le même niveau d'activité physique ou le réduire, ou est-ce qu'on peut l'augmenter? Alors, on va commencer par la dernière, c'est ce que je me rappelle. Donc, pour la grossesse liée à la lombalgie, non, ça n'empêche à rien. On peut être lombalgique et avoir le désir d'avoir un enfant et avoir une grossesse. J'ai même plusieurs patientes qui ont été soulagées complètement de leur douleur lombaire pendant leur grossesse. Les muscles relâchent, etc. Donc, généralement, c'est même plutôt l'effet inverse qui se produit.
Après, au niveau de l'activité physique, on peut continuer effectivement d'avoir une activité physique lorsqu'on est enceinte. L'idée, c'est quand même de réduire l'intensité. Il y a certains exercices qui sont à éviter, plus on se rapproche du terme notamment, tout ce qui est contraction des abdominaux, en compression, c'est-à-dire tous les crunchs, etc. On va vraiment chercher à éviter. Mais au contraire, il est plutôt recommandé en fait, de continuer une activité physique, mais avec une intensité modérée. C'est un peu le même principe que quand on a une lombalgie aiguë, on n'est pas dans la performance, on est dans l'entretien physique. Donc, on est sur une activité modérée, mais on peut très bien continuer une activité physique jusqu'à 6 mois à peu près de grossesse. On a eu des patients parfois qui sont du mois, qui sont proches du terme, qui continuent à avoir une activité physique, qui sont lombalgiques. Et au contraire, il faut garder cette activité physique en prévision de. C'est-à-dire que l'accouchement va avoir lieu. Et derrière, il va falloir remonter la pente, retravailler les abdominaux, le périnée. Donc ça, on peut déjà l'apprendre déjà en amont. Et puis continuer à travailler les bras. Il n'y a aucun problème pour travailler la ceinture scapulaire, travailler les épaules, la nuque, tous ces exercices qui finalement ne vont pas trop tirer au niveau des abdominaux, quoi. Et il y avait une autre question dans la question. Le port de charge. Par exemple, un sac à dos pendant une marche, est-ce qu'on considère que c'est bénéfique ou est-ce que ça peut être délétère à moyen terme? C'est pas délétère en tout cas. C'est pas délétère, mais c'est toujours pareil en fait. Si vous êtes plutôt douloureux, on va pas chercher à se rajouter 30 kilos sur le dos pour en faire plus. On cherchera plutôt d'autres biais qui seront plutôt… La personne, en fait, quand elle fait sa marche, si effectivement elle a mal à cause de son sac à dos, on va essayer de retirer tout ce qu'elle lui retire de douleur pour qu'elle ait plus de bénéfices que de douleur. C'est de la logique, hein. Quand on adapte les exercices, on prend en compte justement le ressenti de la personne. Donc, à vous de prendre votre propre ressenti. Si vous sentez que, je ne sais pas moi, faire un saut, prendre un sac à dos, ça provoque vos douleurs, ça les augmente, on va plutôt chercher à trouver un autre moyen de bouger. Donc, en fait, ça va être aussi encore au cas par cas. Et c'est vraiment de la logique, c'est à vous en fonction de votre ressenti, que ce soit le ressenti sur le moment, mais aussi le ressenti après l'activité physique, parce qu'on en a beaucoup parlé, hein, souvent c'est après que vous avez mal, parce que sur le moment, vous êtes à chaud, il y a les endorphines, il y a l'activité physique, vous ne ressentez pas forcément la douleur sur le moment, mais c'est le lendemain. Donc c'est toujours pareil, progressivité, adaptabilité. Et vraiment, en parlant de progressivité, ce qui est valable aujourd'hui pour vous, dans le futur, ça se trouve, ça va changer. Donc là, aujourd'hui, vous allez dire, tiens, je ne peux pas porter de charge lourde parce que j'ai mal au dos. Vous êtes peut-être dans une période aiguë de votre douleur lombaire. Donc, continuez à faire du renforcement, continuez à progresser. Et rien ne dit que dans 2 mois, 3 mois, vous pourrez faire une randonnée avec 10-12 kilos sur le dos sans aucun problème. Il faut vraiment voir comme cela. Ça peut changer, ça peut évoluer. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que l'intensité de la douleur n'est pas un signal de il se passe quelque chose de grave. Absolument pas. Ce qui est particulier avec les maladies rhumatologiques non inflammatoires, c'est que parfois on peut avoir des douleurs très intenses, même lorsque les lésions anatomiques sont très minimes ou banales, et inversement, pas du tout de douleur alors qu'on a de l'arthrose ou d'autres choses. Donc, le message aussi ici, c'est de vous dire que la douleur n'est pas forcément le signal de il se passe quelque chose de catastrophique. Alors, pour revenir à l'adaptation de votre activité physique, il est clair que vous n'êtes pas là non plus pour vous torturer. C'est une question de bon sens. Si vous faites une activité physique dont vous ressortez complètement douloureux, avec plus d'inconvénients que d'avantages, probablement que vous pouvez en changer. Ça ne veut pas dire que l'activité physique en elle-même est dangereuse ou quoi que ce soit. C'est juste que peut-être vous n'êtes pas faite pour celle-là. Mais en tout cas, la douleur n'est pas un signal ici, dans la lombalgie chronique, pour le coup, de catastrophe. Il n'y a pas de vertèbre qui bouge ou chose comme ça. Voilà. Vous n'avez pas d'ostéoporose, donc il n'y a pas de risque de fracture. Enfin, vous pouvez bouger. Effectivement, la douleur, il faut qu'elle reste supportable parce que voilà, hein, on n'a pas forcément envie de subir des douleurs atroces, mais ça ne signifie pas forcément aggravation.
En tout cas, ce n'est pas des douleurs qui signifient que vous êtes en train d'aggraver ce que vous avez. Pour répondre à notre participant, donc si vous portez le sac à dos lourd et que ça ne vous fait rien de plus et que vous le supportez bien, oui, c'est une manière de faire de l'activité physique un petit peu plus intensive. Par contre, si vous trouvez que c'est très pénible et inconfortable, faites votre marche normalement, quoi. Et il y avait la question de est-ce qu'une heure par jour, c'est suffisant? Donc, je rebondis là-dessus pour dire je pense que ce n'est pas suffisant. 1 heure par jour, c'est ce qui est recommandé. Oui, c'est les recommandations. C'est un minimum, j'ai envie de dire, c'est un plancher, quoi. La même réponse que sur le bricolage. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, c'est une question intéressante. Est-ce qu'un sport doit-il obligatoirement être encadré par un enseignant d'activité physique adaptée ou un kinésithérapeute? Il y a une question que je trouve très intéressante. On disait que les patients, pour être réguliers dans leur pratique, c'est d'inclure la routine dans le quotidien. Oui. Dans le quotidien. Et là, un des participants de Compare nous demande comment on peut inclure ces activités quand on travaille assis, par exemple, ou au contraire quand on travaille debout en piétinant. Je pense qu'on a des conseils à donner. Il y a une question que je trouve très intéressante. On disait que les patients, pour être réguliers dans leur pratique, c'est d'inclure la routine dans le quotidien. Oui. Dans le quotidien. Et là, un des participants de Compare nous demande comment on peut inclure ces activités quand on travaille assis, par exemple, ou au contraire quand on travaille debout en piétinant. Je pense qu'on a des conseils à donner. D'accord. Alors, on fait une démonstration ou... Vous voulez faire une démonstration? Non, il y a des exercices. Alors, ouais. Vas-y. Non, mais effectivement, c'est des questions qui reviennent souvent. Alors, nous, quand on a le patient en face, effectivement, on lui montre ce qui est faisable au bureau sans que tous les collègues à côté les regardent avec des gros yeux. Mais tout simplement, je suis assis au bureau, me grandir le plus possible. Là, j'active tous les muscles paravertébraux, je fais travailler mon dos et je me mets en bonne posture pour ma colonne vertébrale. Combien de répétitions? Quand on fait du renforcement, moi, je donne une base d'au moins une dizaine de répétitions. Je trouve que c'est vraiment le minimum. Et puis après, augmenter le nombre de séries, mais au moins une dizaine, quoi. Ne le faites pas juste 1 ou 2 fois, vous restez 2 secondes, ça ne suffit pas. Après, il y a des exercices effectivement qu'on peut faire aussi discrètement au bureau pour étirer les muscles autour du bassin, pour étirer les muscles des cuisses. Mais là, on rentre plus dans les détails. Effectivement, on pourra faire peut-être une petite vidéo sur l'application avec des exercices pour les personnes qui travaillent en bureau, ou même lorsqu'on est debout toute la journée, un peu comme nous d'ailleurs au travail et qu'on piétine. Effectivement, c'est des situations qui sont plutôt génératrices de douleurs lombaires. Donc, on pourra développer, mais il y a des choses à faire. Du coup, on évoquait l'application, mais les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Du coup, non, mais c'est très bien. Un des objectifs du projet, justement, c'est de développer une application qui vous permettra d'avoir des routines d'activités sportives et des routines d'exercice qui sont construites par l'équipe de l'hôpital Cochin, justement pour pouvoir avoir accès à ce contenu chez vous et en autonomie. Donc, on avait une question parmi les questions des participants, c'était est-ce que c'est possible de faire des visios, etc. Et bien, l'application répondra à ce besoin et vous pourrez avoir des exercices adaptés à la lombalgie, mais à faire chez vous en autonomie quand vous voulez, sans avoir besoin de prendre rendez-vous, d'avoir un suivi particulier. Mais on note la proposition de faire des exercices aussi sur son lieu de travail. Oui. Ça, c'est pas forcément un contenu qu'on avait non, mais envisagé. Voilà, c'est aussi pour ça que les participants de Compare nous aident beaucoup parce qu'ils nous disent leurs besoins et c'est des choses qui sont en cours d'implémentation dans notre projet Back4P. Et alors, sur le lieu de travail, il y a tout ce que vous pouvez faire quand vous êtes assis, se redresser, bouger ses jambes sous la table, changer ses positions, changer la position de votre bassin. Quand vous êtes debout, changer la position des genoux, l'inclinaison du bassin, redresser les épaules, serrer les omoplates. Tout ça, ça se voit en discutant avec des professionnels. Après, aussi sur le lieu de travail, vous pouvez aussi avoir accès de temps en temps à des associations sportives, discuter autour de vous et créer du lien, faire du lien. Et parfois, du bouche à oreille comme ça, on peut découvrir une activité physique ou un sport et le pratiquer à plusieurs. Souvent, c'est bénéfique parce qu'il y a une émulation, il y a un effet de groupe. C'est très avantageux pour s'entretenir.
On va continuer. Il y a une personne qui nous a posé beaucoup de questions. Là, c'est une question assez précise. C'est doit-on continuer le sport en cas de crise et en particulier en cas de modique 1 sur l'IRM? Alors, c'est une question, certains d'entre vous l'ont déjà peut-être vu sur votre compte-rendu d'IRM. Modique 1, ça traduit une inflammation autour d'un disque. Vous avez dit, hein, c'est la structure entre les vertèbres. Donc, c'est une poussée inflammatoire, en fait. Et donc, il est possible, quand il y a cette poussée, que l'intensité des douleurs soit plus élevée, que ces douleurs réveillent la nuit ou soient un peu plus longues le matin. Alors, est-ce qu'il faut continuer le sport? La réponse est oui. Il y a un temps où on pensait qu'il fallait cesser toute activité physique et sportive pendant une poussée inflammatoire sur le plan articulaire. En réalité, il faut l'adapter. L'adapter, ça veut dire pas la cesser entièrement. L'adapter en fonction de ses capacités, de ses douleurs. Traiter en premier lieu la poussée inflammatoire, et c'est pourquoi, quand on a une poussée inflammatoire, très souvent, votre médecin va vous prescrire des anti-inflammatoires, des antidouleurs, parfois un corset ou une ceinture de soutien lombaire. Tout ça contribue à vous aider à passer la poussée inflammatoire. Mais si, pendant cette poussée inflammatoire, qui peut être très longue, hein, quand on a un modique 1, on estime que ça peut durer entre 1 et 3 ans, la poussée inflammatoire du modique 1. Si vous cessez toute activité physique à ce moment-là, quand vous sortez des 3 ans, vous êtes complètement ce qu'on appelle déconditionné. Ça veut dire que vous n'êtes plus en condition de faire des efforts, même minimes, de la vie quotidienne. Donc, ça n'est pas souhaitable de cesser vos activités sportives pendant une poussée inflammatoire, les adapter, vous faire accompagner, peut-être plus encore dans cette situation, et surtout avoir de la part de votre médecin un traitement pour que vous sortiez de la poussée inflammatoire. Et on parlait de routine tout à l'heure. Là interviennent justement les routines que vous pouvez mettre en place avec des étirements, du renforcement isométrique. Isométrique, c'est-à-dire qu'il ne change pas de position. C'est-à-dire que si vous sentez que sur l'inclinaison ou la flexion ou l'extension de vos vertèbres, vous avez mal, vous allez chercher justement à travailler les muscles profonds de vos abdominaux, de votre dos, pour essayer de raffermir la zone et apporter du soutien à la zone inflammée, et au contraire, essayer de la soulager. Donc ça, la routine, il faudra la mettre en place le plus tôt possible. Surtout pas se laisser au fond de son lit, allongé, en pensant que ça va passer. C'est pas comme ça que ça va marcher. Alors, il se peut aussi qu'au moment des poussées inflammatoires, vous receviez une infiltration dans le dos, en général de corticoïdes. Donc là, la question, c'est combien de temps faut-il attendre pour reprendre une activité physique? En fait, d'avoir une infiltration rachidienne ne vous oblige pas à interrompre ou d'avoir une période de pause de votre activité physique. Alors, en général, on est un peu plus tranquille pendant 24 ou 48 heures. Ouais. Mais après, voilà, si vous avez une routine d'exercice simple, d'intensité modérée, vous pouvez tout à fait la reprendre. Les sportifs de haut niveau qui se font souvent infiltrer avant d'aller à la compétition. Oui, d'ailleurs, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais non, il n'y a pas de période de repos très long à respecter. Et au contraire, souvent, on profite de cette infiltration pour nous travailler derrière et puis vous renforcer et puis reconditionner un petit peu la zone musculaire, la zone en question. Ouais, oui. Parce qu'on a souvent aussi j'ai souvent moi cette question des patients qui me disent oui, mais moi je préfère ne pas prendre de traitement médicamenteux, etc. Alors effectivement, prendre des anti-inflammatoires au long cours, c'est pas forcément très bon, mais il faut aussi quand même savoir céder du traitement médicamenteux. Et l'infiltration ou les AINS, ils vont permettre justement de faire correctement votre rééducation et de pouvoir justement bouger sans que le moindre mouvement déclenche des douleurs très aiguës. Des bons traitements d'appoint quand on en a besoin, surtout pour les poussées aiguës. Si vous les supportez, que vous en avez un qui vous soulage particulièrement bien, il n'y a pas de problème à le prendre de manière très ponctuelle, justement pour vous aider à passer un cap douloureux. Voir ça comme un tremplin. Voilà. Les infiltrations, lorsqu'elles fonctionnent très bien, on s'attend à ce qu'elles soulagent 1 à 3 mois. Donc, ce n'est pas non plus ce qui va vous guérir. Voilà, ça aussi, c'est important. C'est là-dessus que je voulais venir. C'est des antalgiques. Ce n'est pas ça qui va vous soigner. Donc, il ne faut pas voir l'infiltration comme une fin en soi. Ah, super, j'ai plus mal. Mais ça reviendra quoi qu'il arrive. S'il n'y a pas de traitement au niveau de l'activité physique, de la remise en forme, travail de mobilité, etc., ça reviendra forcément. La fin en soi, c'est la routine d'exercice et d'activité physique
L'avantage par rapport aux autres traitements qu'on a cités, c'est que c'est pas très cher quand même et que ça n'a pas d'effet indésirable. Donc l'investissement vaut vraiment la peine. Et que c'est bon pour tout le monde, même si votre mari ou votre femme en a pas mal au dos, elle peut vous accompagner pour faire les exercices, il n'y a pas de problème. Il y avait justement une question dans le chat sur les infiltrations de corticoïdes et la personne demande si elles ont des effets secondaires. Alors, bon, on est un peu en dehors du sujet du séminaire, mais on va y répondre rapidement. Donc, les effets indésirables, c'est les effets de toute infiltration. Mais sur le long terme, si c'est votre question, non, il n'y en a pas lorsque ces infiltrations sont faites de manière très ponctuelle. Mais immédiatement, quand on fait une infiltration dans n'importe quelle articulation, ça peut faire mal, ça peut s'infecter et ça peut saigner. C'est les trois principales complications. Et lorsqu'on est au niveau de la colonne vertébrale, il y a aussi une complication qui est exceptionnelle, 1 pour 1 million ou plus d'1 million de cas, c'est les complications neurologiques. Ça veut dire il y a quelques cas qui ont été décrits, c'est le médecin qui paralysie ou paraplégie. Et qui avertit les patients. Mais voilà, il faut le dire, ça existe. Donc, aucun geste de type infiltration n'est anodin. C'est pourquoi, quand on vous la prescrit, il faut que l'indication soit très bonne. Donc, crise aiguë avec une bonne concordance entre ce qu'on voit sur l'imagerie et les symptômes dont vous vous plaignez. On arrive à la fin du séminaire. Du coup, pour résumer, dans les petites questions qui restaient, c'était si vous deviez donner 3 exercices pour soulager, pour une lombalgie, pour aider, et à part la natation et la marche, quelle activité physique, quel sport vous conseillez aux patients? Les exercices, ils vont dépendre aussi de chacun, mais si on doit donner un peu un socle commun, moi je donnerais des étirements des ischio-jambiers qui sont très importants en fait parce qu'ils font partie vraiment de la chaîne extenseur qui risque en fait d'être mise en tension très régulièrement. Un étirement aussi des muscles pelvitro-pantériens, donc les muscles autour du bassin. Ça fait 2. Ça fait 2. Déjà. Je vais en demander un 3. Et moi, je rajoute. Les quadriceps, peut-être. Et je rajouterais effectivement un étirement que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vu, c'est l'étirement des quadriceps, quand on est debout, qu'on vient attraper sa cheville et qu'on essaye de faire correctement en restant droit, c'est-à-dire pas amener la jambe en arrière en se penchant en avant. Ouais, ok. Bon. Ouais, d'accord. Bien. Ouais, parfait. Moi, je ne donne pas 3 exercices, en fait, je donne 3 ingrédients. Et après, chacun les combine un peu à sa manière, en fait. Bon, et puis, c'est les ingrédients qui marchent aussi pour les autres pathologies de l'appareil locomoteur. C'est en effet la partie mobilité étirement, ça c'est très important. La partie renforcement musculaire et la partie endurance, en fait. Donc, quand on dit exercice, c'est surtout travailler la mobilité, le renforcement musculaire sur des zones précises. Et quand on parle endurance, c'est d'améliorer votre capacité à tenir sur sur des plus longues périodes une activité physique d'intensité modérée. On parle plus du moteur, on parle du cardio-respiratoire. Cardio-respiratoire et la capacité de faire une activité sur au moins 20-30 minutes. Donc moi, c'est mes 3 ingrédients. Renforcement musculaire, mobilité et endurance. Comme je n'ai pas parlé, moi je vais rajouter un truc. Je vais dire avant tout, votre dos, ce sont des muscles. Vous avez votre colonne vertébrale, mais renforcez vos muscles qui soutiendront votre colonne vertébrale. Donc renforcez-vous, musclez votre dos, musclez vos abdominaux. Voilà. Et les étirements et le renforcement, ils sont vraiment interdépendants. C'est-à-dire que si vous vous étirez tous les jours, mais que vous ne gagnez pas en endurance musculaire, vos muscles vont se recontracter très vite et on va revenir à l'assablement même. Donc vraiment, les deux, ils sont interdépendants et il ne faut pas faire que des étirements, il ne faut pas faire que du renforcement. Il faut faire les deux. Le mot de la fin, Gaëlle, peut-être ? Merci d'avoir suivi ce webinaire avec nous. On en a d'autres qui sont prévus sur d'autres sujets. D'ailleurs, dans les questions, il y en avait des questions qui étaient plus adaptées au sujet qu'on traitera la prochaine fois. Donc, vous serez, comme cette fois-ci, prévenus par Compare quand on fera un appel à vos questions. Et merci beaucoup d'avoir participé. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.